j'enchaîne. C'est à toi. Bon, je me représente comme un joueur Osterouch, puisque je ne connais pas non plus tout le monde autour de ce petit café. Donc, comme l'a dit Flo, je suis adjoint au Pôle Espoir. Je suis rentré en tant que préparateur physique. Là, aujourd'hui, j'ai la fonction de directeur adjoint. En même temps, en parallèle, je suis préparateur physique sur les équipes de France jeunes. Donc, j'ai gravité en 4 ans là de U16 jusqu'au U20. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir, en plus de mon expérience antérieure, puisqu'auparavant, j'étais à l'ACA, j'ai été préparateur physique du centre de formation, puis des professionnels. Ce qui fait que ça, entre guillemets, ça sera le fruit de 12 années d'expérience, entre guillemets. Malgré mon expérience perso, c'est aussi le fruit de beaucoup d'échanges, puisque malgré tout, quand je suis arrivé ici au CSJC, pour moi, Gilles Tarnier, c'était le préparateur physique du Gazelle Handball. Et je me souviens encore à l'époque où je suis rentré, j'avais trouvé une étude sur des travaux sur l'intermittent force que j'avais mis après en place au centre de formation. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont construite. Flo que j'ai eu en stagiaire, Paul que j'ai eu en stagiaire, Cyril qui était à la CA Gomez, avec qui beaucoup d'échanges et avec qui on continue, Thomas aujourd'hui qui me rejoint, Guillaume on était ensemble en STAPS, voilà, et etc. Donc tout ça c'est un peu le fruit sur ce qu'on met en place actuellement au niveau du Pôle Espoir Foot, sur comment dans nos semaines d'entraînement et sur 2 ans on essaie d'accompagner au mieux des gamins pour que lorsqu'ils sortent d'ici, vous verrez, on parle de sac de performance. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que c'est un échange. Tout à l'heure, Cyril disait on va t'écouter, mais finalement, oui, mais on va beaucoup discuter, échanger, j'espère. Et j'aime bien cette citation. C'est que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et elle peut devenir, par l'accroissement de la connaissance, l'erreur de demain. Donc, je ne détiens pas la vérité. Voilà. En tout cas, ce que je mets en place, ce sont mes convictions. Elles sont fortes maintenant, parce que ça fait quand même 12 ans que je suis dans le métier pro, même si en tout et pour tout dans l'entraînement, ça fait presque 20 ans maintenant. Mais l'idée, c'est que peut-être qu'il y a des choses, et ce sera le but aussi d'ici, que je vous présenterai, peut-être que vous aurez aussi une vision par rapport à comment vous travaillez, à vos activités qui vont me faire avancer. Et peut-être qu'il y aura aussi l'effet inverse. Donc l'idée, c'est que ce soit à la fois vase communicant et connexion entre tous, d'accord? Et bien évidemment, et ça sera aussi important, ça c'est une citation qui vient de Fred Aubert, je pense que tout le monde connaît Fred Aubert ici sur la table, ça fait partie de mes mentors que j'ai eus, qui dit qu'on se soumet à des règles mais on fonctionne avec des principes. Il y a les règles de l'activité, il y a les règles de la préparation physique, mais les principes c'est voilà, comment quand je suis en train d'entraîner, comment quand je fais de la préparation physique dans mon activité, il y a tout un tas de paramètres qui font que je dois quand même respecter les règles, mais il y a des principes qui font que des fois la règle elle va être un peu dérogée. Si je prends le cas de la muscu pure, si on doit se fier aux méthodes de musculation telles qu'elles vont peut être définies par des personnes comme Cometti, c'est infaisable. Je pense qu'on est tous d'accord que sur une séance de 1 heure, on ne peut pas rentrer dans ces méthodes d'entraînement. Donc comment on fait quand j'ai une demi-heure pour moi de créneau de muscu pour essayer de travailler sur ces règles, mais qui finalement deviennent mes principes. D'accord? Alors, avant de vraiment rentrer, comme je dis, c'est pas un cours sur la charge, c'est de vous dire comment nous on travaille et c'est d'après qu'on échange autour de ce que nous on peut faire par rapport à nos moyens. Alors, je dis nous parce qu'il y a Thomas qui est là, qui est avec moi sur le pôle en grande partie, qui est aussi sur le CSJC. Et comment on peut gérer la charge d'entraînement de nos semaines d'entraînement par rapport à nos gamins et surtout par rapport à l'âge de nos gamins. D'accord? Donc on a un pôle, il y en a 16 en France, dont il y a une Fontaine qui est le bateau amiral. Donc moi j'ai eu la chance d'y aller régulièrement de par les sélections. Et là aujourd'hui on a un centre de recherche qui est vraiment en place depuis bien 3 ans. Sur ce centre de recherche, il y a des personnes qui bossent sur tout ce qui est data, sur les sport scientists. Il y a un gros travail qui est fait sur le bien-être, que ce soit sur le bien-être des joueurs, mais des joueuses, mais aussi et surtout des coachs. Parce qu'on s'aperçoit que si nous, on n'a pas de l'énergie, on ne peut pas la transmettre aux autres. Donc là, il y a tout ça. Et actuellement, il y a un centre de la performance qui est en train de sortir. Ça sera vraiment un très gros centre. Il y a une grosse structure avec vraiment de quoi bien bosser. Donc on a la chance, et c'est aussi ce qui fait le foot, c'est qu'on est l'activité qui comporte le plus grand nombre de licenciés au monde. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que la Fédé, c'est rien que par le contrat et le sponsoring NAC, j'en avais parlé, c'est 106 millions d'euros. Donc forcément, ça permet
D'accord. Sur les pôles espoirs, l'idée c'est de permettre aux gamins d'être sur un triple projet. Il y a le projet humain et social qui va être lié à amener chez eux de développer des valeurs, les valeurs humaines, mais les valeurs liées au sport. Forcément, notamment le dépassement de soi, le don de soi. D'accord. Donc c'est important pour nous que, et là ça a été mis en place un peu plus cette année, que lorsqu'ils vont au repas, il y a une tenue, il y a une façon de se comporter sur lesquelles on est très vigilant. D'accord. Et surtout, ce qu'on leur dit, c'est que ils sont là parce qu'ils l'ont voulu. Donc, c'est à eux de s'engager totalement dans l'activité et dans leur semaine d'entraînement. Donc déjà, ça, c'est quelque part une façon pour nous d'individualiser, de personnaliser le travail en fonction de ce que l'on voit, de comment ils s'investissent dans l'activité. Alors après, on a des moyens qui nous permettent de le vérifier et on en parlera. Mais l'idée, c'est ce qu'on attend chez eux. Il y a aussi le projet éducatif, le projet scolaire et bien évidemment le projet sportif, puisque l'idée c'est de les préparer à la formation. On parle de pré-formation, mais ce n'est pas avant la formation. C'est avant la formation, mais c'est avant tout de les préparer à la formation. Quand on décide sur les accompagnements de la MRP de faire de l'haltérophilie, ça avait été initié avec Cyril, notre objectif c'est que lorsqu'ils rentrent au centre de formation, ils vont et ils sont initiés à l'haltéro et ils ne découvrent pas. Et ce qui fait que ça fait gagner du temps aux prépas qui vont travailler avec eux derrière. D'accord. Tout ça pour dire quoi? C'est que tout ça, ça fait quand même une charge externe importante. Déjà. Rien que ça. Rien que ça. Parce que ce qu'il faut s'apercevoir, c'est que ces gamins-là, ils ont 12 ans quand ils arrivent ici. Ils en ressortent, ils ont 14, voire 15 peut-être ceux qui sont deuxième année. Mais ils passent peut-être de 3 entraînements à 5 entraînements semaine. Ils passent d'un rythme où ils sont chez papa-maman, ils se lèvent le matin. D'ailleurs, là on en a un qui a quitté rapidement le pôle. La maman m'a dit, moi il est à la maison, il se lève à 7h30 le matin, il a le collège en face, entre midi et 2 il rentre à la maison, il fait la sieste, ça lui convient. Sauf que quand il est arrivé ici, il a pris une gifle parce que c'est levé très tôt, c'est derrière le petit déjeuner, c'est le scolaire, c'est le rythme et ainsi de suite et ainsi de suite. Finalement, ils sont quand même assez pressés comme des citrons. Donc c'est pour ça que rien que ça, de base, c'est à prendre en compte dans la charge de travail qu'on va leur amener. Alors après, il y a une réalité, c'est que ceux qui veulent aller le plus haut possible, ce sont ceux qui acceptent et qui sont en capacité d'encaisser tout ça. Quand j'ai intégré les sélections nationales, j'avais une vision de voir la capacité à enchaîner les matchs chez les joueurs. Aujourd'hui, elle a changé. Ma première compétition au niveau international, c'était les Jeux méditerranéens, donc ce qui on va dire en avant des JO, donc c'était à Oran. On jouait tous les 2 jours. En fait, on a fait 5 matchs en 10 jours. Et il y a des mecs qui ont joué tous les matchs. Alors des fois, on peut se dire c'est inhumain, mais il y en a qui l'ont fait. Et ces mecs-là aujourd'hui sont professionnels. Donc, ils ont été préparés avant. Il y a aussi quelque part qui fait qu'ils sont en capacité d'emmagasiner cette charge. Mais déjà, l'idée c'est que voilà, il y a cette charge externe qui est importante et en plus de ça, il faut rajouter d'autres choses derrière pour les préparer, normalement, en tout cas on espère, pour le haut niveau. Alors, forcément, la base c'est ça, mais c'est aussi l'activité. Donc nous sur le foot, là, dès qu'ils rentrent au pôle, c'est le début du foot à 11. Concrètement, ils vont jouer sur le même terrain que les Mbappé et consorts. Ils arrivent là, quand ils sont en train de jouer, c'est le même terrain que quand ils voient jouer des mecs en Ligue des Champions. Okay, donc le terrain fait 105 par 68, ce qui veut dire que ça fait 325 mètres carrés à gérer collectivement, voire individuellement en fonction des zones dans lesquelles on se trouve. Donc ça va être des paramètres pour nous importants, parce que maintenant, justement dans la charge de travail à la semaine, on a des données très précises qui nous permettent de savoir au poste ce qu'on peut, ou en tout cas là où on voudrait les amener. D'accord ? Tout ça, par rapport à la catégorie d'âge et par rapport à l'activité, bien évidemment, comme on l'a dit, c'est de leur apporter un sac de la performance, mais, et surtout, on part du principe qu'on veut bosser un maximum en intégré. Donc en intégré, c'est développement par l'activité, on est d'accord. Et il y aura des moments de dissocier où là, on travaillera forcément en sortant du terrain de foot, ou en tout cas ce qu'il y a un ballon au milieu. Donc, encore une fois, il y a déjà tout ce qu'il y a auparavant, et puis on rajoute un terrain où c'est très grand,
et il faut être en capacité d'enchaîner les efforts. D'accord? En sachant que c'est une activité où on a un rapport de force, puisqu'on est en opposition. Au volley, on est chacun d'un côté du filet. Nous, on est constamment sur 1 contre 1, voire 3 contre 2, mais en tout cas, il y a des situations où on peut avoir des duels, donc des contacts. D'accord? L'activité est totalisante. Donc ça va, comme pour la plupart des sports, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas dire chez un footballeur, comme en athlétisme, il faut que tu dois courir beaucoup. Un gars qui fait du fond, c'est du fond. Nous, il leur faut tout. Il faut qu'il court longtemps, il faut qu'il court vite, il faut qu'il saute haut, qu'il saute loin, etc., etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte. La saison, elle fait 11 mois. 11 mois, et sur ces catégories où on les a, nous, c'est un match par semaine. Plus ça monte, et plus en tout cas, on va se rapprocher sur beaucoup, beaucoup de matchs. Et là, quand vous lisez un peu les journaux, vous voyez bien que les joueurs, ça commence à faire beau. D'accord? Mais nous, en tout cas, c'est 11 mois, parce que ça commence au mois d'août, et ils finissent au mois de juin. Ils récupèrent, et c'est rebelote derrière. D'accord? Tout ça fait que ça nous permet de mettre en place des contenus de préparation physique en prenant en compte tous ces paramètres. Notre leitmotiv, il est clair, c'est de leur permettre que leur continuum d'apprentissage ou de développement, il soit le plus linéaire et progressif possible. La blessure, elle fait partie du développement et de l'apprentissage, mais si on peut éviter et si on peut minimiser la blessure, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Donc, toute la mise en place de la charge dans la semaine, elle est aussi liée à ça, d'accord? En sachant, et c'est le contexte de chez nous en Corse, comme je pense pour la plupart d'entre vous dans l'activité, malheureusement, on n'a pas la même adversité que sur le continent au niveau régional. Et ça, c'est une réalité de notre territoire, ce qui fait que nous, sur notre catégorie, par rapport au match qui joue, honnêtement, le lundi, on ne va pas être sur on fait de la régénération, on fait attention, voilà, on bosse. La séance, ça monte crescendo dans vraiment l'intensité de la semaine, mais honnêtement, ça peut arriver à ce qu'il y a des lundis où les mecs ils font des sprints. Parce que le week-end, ils n'ont peut-être pas eu ce qu'il faut pour pouvoir vraiment se développer, parce que le match fait partie du développement, encore une fois. Sur les orientations de travail, donc on l'a dit, c'est une préparation à la formation pour le haut niveau. Donc là, on n'est plus vraiment sur une dimension très globale dans le développement on l'a dit, il y a tous une activité totalisante, mais par contre, on va essayer de mettre en place des contenus de préparation physique qui ont du sens par rapport au jeu. Parce que c'est le référentiel. Et le référentiel, c'est aujourd'hui la durée du match, c'est le poste, c'est les relations entre les joueurs et c'est le match. C'est le match. Qu'est-ce qui se passe le week-end et ce vers quoi on veut les amener. Donc ça, c'est la réflexion sur laquelle, en tout cas, on travaille au quotidien pour essayer de leur proposer des contenus et des charges d'entraînement qui sont liées à tout ça. D'accord? On est au service du spécifique. Donc, comment on met en place dans la semaine des contenus d'entraînement? Qu'est-ce qu'on met du lundi au vendredi dans ce qu'on appelle les procédés d'entraînement? Je pense que dans toutes les activités, on parle de procédés d'entraînement pour qu'on parte de là le lundi et on arrive là le jeudi ou le vendredi. D'accord? Nous, en foot, on a ce qu'on appelle l'exercice, il y a le jeu, il y a la situation. Et donc, on tourne autour de tous ces procédés en sachant que celui qui se rapproche le plus du match, c'est le jeu. Okay? Et en fonction des phases de jeu et des principes de jeu, on parlait de principes tout à l'heure, on va avoir des espaces moins larges et moins grands, ou on va avoir des espaces plus restreints et plus grands, parce qu'il faut travailler la profondeur. Et tout ça fait que forcément, les paramètres les marqueurs athlétiques ne seront certainement pas les mêmes. D'accord? Encore une fois, on connaît ça, mais il y a les demandes au poste. Donc, qu'est-ce qu'on fait au poste? Mais comment on essaie de prendre en compte, nous, on en parlera tout à l'heure, au poste, la charge liée au développement du joueur par rapport à son poste. Puisque quand ils commencent à rentrer au pôle, généralement, ils ont un poste qui est déjà, normalement, maintenant, qui commence à se stabiliser. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément la vérité
quand ils passeront en centre de formation plus haut, mais ils ont déjà un poste où on voit des prédominances. Okay, que ce soit sur ça, que ce soit sur leur profil athlétique, mais également, on en parlera, par rapport à des profils du type force ou vitesse. Et ça aussi, on y travaille dessus. On prend en compte les aspects psychomoteurs, donc on en parlera. Comment il grandit? Et est-ce qu'on prend en compte ce paramètre? Oui. Est-ce que c'est important? Oui. En tout cas pour nous. Parce que, et je pense qu'au volet encore plus, ou sur des activités où il faut de la taille, c'est très important et ça veut dire qu'il y a des moments, mais il faudra être très vigilant. Tu as beaucoup de filles, comment tu prends en compte tes cycles menstruels? On en parlera. Ouais. Tu nous le diras. Mais ça sera un échange. Hein? Et après, il y a toute la dimension énergétique liée à tout ça. Donc forcément, en fonction des systèmes de jeu et le poste, alors très souvent les postes sont les mêmes, mais en fonction des systèmes de jeu et de l'adversaire qu'on va rencontrer le week-end, même si nous au pôle on ne prend pas en compte parce qu'on ne joue pas, eh bien, les attentes ne sont pas forcément les mêmes. D'accord? Quelle est l'adversité? Quel est le scénario du match? Parce que la donnée athlétique, elle va peut-être changer, certainement en fonction de je perds, je gagne, on est à égalité, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est la réalité du week-end. Et donc, on essaie de les préparer à tout ça. On a aussi, et on l'a dit tout à l'heure, une fonction prophylactique. On va vous montrer qu'est-ce qu'on met en place, nous, pour que dans leur semaine, il y a bien évidemment la gestion de où on veut les amener sur la charge d'entraînement pour les préparer mais il y a aussi la prise en compte des antécédents de blessures, des moments dans leur développement où peut-être qu'ils sont moins bien, et comment on vérifie ça, comment on procède pour leur permettre quelque part de peut-être continuer à s'entraîner, mais en étant adapté par rapport à cette période où je suis un peu moins bien. Voilà. Ça, j'ai pris ça chez un Roland Carrasco. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un entraîneur de gymnastique. Alors lui, sa phrase elle est un peu différente. Ils sont bons à rien mais prêts à tout. Nous, on l'a tourné un peu différemment en disant ils sont excellents en rien mais prêts à tout. Alors ils sortent du pôle. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est que ils ont encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à développer, mais ils ont les meilleurs parce que finalement, on est sur des catégories où c'est les fondations. Les fondations et la première dalle, allez, on va dire comme ça, et les premiers murs sur les côtés. Si on se projette sur la construction d'une maison, voilà ce vers quoi notre idéal de développement du jeune, on souhaite tendre. Alors bien sûr, pour pouvoir mettre en place tout ça, on a un staff, on est quand même 4. Il y a le directeur, il y a Thomas qui est là, il y a l'entraîneur des gardiens, il y a moi-même qui fais office et d'adjoint et de responsable de préparation physique. Le site, et d'ailleurs, encore une fois, remercier le CJC parce qu'on a quand même, je pense, tous ici des conditions idéales pour travailler, que ce soit le terrain, que ce soit la salle de muscu, que ce soit l'espace récup, etc. etc. D'accord? Donc tout ça fait qu'on peut quand même aller vers là. Vous prenez certains pôles, je sais que Cyril, vous étiez allé à Toulouse, si je ne me trompe pas, ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens qu'on a là. Donc on est quand même chanceux d'avoir ces moyens-là. Au pôle Esport d'Aix, au foot, je peux vous garantir que j'ai l'impression de me retrouver dans un pôle espoir soviétique des années 70-80, je vous garantis. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. À l'entraînement, nous on a la chance, on sort du bureau du vestiaire, on descend sur le terrain. Eux, il faut qu'ils prennent les minibus, qui se frappent un quart d'heure, 20 minutes de route, et le staff arrive et ils mettent la séance en place au moment où il y a les joueurs. Alors que là, nous, une heure avant, on est en bas, on met en place. Donc tout ça fait qu'on peut mettre en place pas mal de choses. D'accord ? Les GPS, ça c'est notre outil forcément principal. Pas tout le monde les a, on a la chance de les avoir. Donc comment, on vous montrera, on travaille et comment ça nous permet d'avancer dans notre semaine d'entraînement par rapport à la charge. Alors après il y a tout un tas d'autres choses. Il y a la vidéo qui nous permet aussi de vérifier ça. Là maintenant, on a un écran sur roulette qui nous permet sur le terrain de projeter des vidéos. Et là c'est la même chose. Il y a la gestion de la charge, mais la charge qu'on veut induire et où on veut t'amener. Tu es attaquant, on met du travail au poste spécifique, tu dois prendre la profondeur, tu dois faire des sprints. Voilà ce qu'on attend de toi, voilà ce qui se passe au haut niveau. Et ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de capter des images ou de gamins de leur catégorie ou au-dessus, qui sont en sélection. Et pour le coup, j'ai la chance d'y être, donc ça me permet de leur montrer. Mais également, qu'est-ce qu'on voit à la semaine en Ligue des Champions ou le week-end. Et donc, on capte des images comme ça pour leur permettre de travailler. On parlait de fonction prophylactique, le beach.
c'est pour nous un outil de travail qui joue sur la prophylaxie. Quand on y va, on a un gant réattelé, on le fait bosser là-bas. Si maintenant on décide d'y aller pour faire du beach soccer ou du footy, ben au-delà de l'aspect technique et tactique, on sait que ça va être un outil qui va leur permettre également de travailler physiquement quelque part. Okay. Donc voilà, ça c'est toute notre semaine. C'est dommage, on ne voit pas bien. Donc on va vous la détailler et ce sur quoi je voulais en tout cas amener cet échange, c'est d'où on commence pour la gestion de la charge d'entraînement et où on arrive. Très concrètement, ça commence là, le dimanche. Pourquoi ? Vous aurez le tableau maintenant qui est amélioré. Dès le dimanche soir, on a un retour des gamins. C'est-à-dire qu'on sait, dès le dimanche, qui a joué, qui n'a pas joué. S'ils ont joué, quel est le temps de jeu. Mais ce n'est pas plus pour dire, tu as joué 90, on va te gérer. Non. C'est qui a joué, qui n'a pas joué. Et si maintenant, dans le procédé qu'on met en place le lundi, s'il y en a certains qui ont besoin de faire plus que d'autres, sur des nombres de passages, eh bien ça va nous permettre déjà de nous orienter. Okay ? Les moments où on adapte le lundi, ce n'est qu'à partir du moment où le gamin est U15, voire des fois U14, et qui joue déjà en 17 ans nationaux. C'est déjà arrivé. Je prends le cas de Ilandi Courtiou, qui est génération 2007. Lui, dès les U15, il jouait déjà en championnat U17 ans national. Alors, il avait un gros avantage, c'est qu'il avait un énorme cardio. Il faisait palier 24 au Vameval, il terminait, et il avait une VO2 max de 68 ml par kilo par minute. Ce qui est quand même énorme pour un gamin de son âge. Quand on sait que des mecs qui font du ski de fond, ils sont aux alentours de 75-80, ben lui il était déjà... Donc on savait qu'il pouvait vite récupérer, mais on l'adaptait. Il y a des cycles où je l'ai mis là, on fait des intermittents dissociés, comme là au mois de novembre, mais lui sur ça on ne le faisait pas faire. Ou alors on lui faisait faire qu'un bloc, ou on l'a mené à travailler sur autre chose, parce qu'on savait que... Mais il y avait la charge du dimanche. Donc dès le dimanche on sait. Et à la fin du questionnaire, blessé ou pas blessé, si oui ou. Et ce qui nous permet déjà de dire est-ce qu'on met au repos ou est-ce qu'on le met et peut-être qu'on le sort à un moment de la séance, on ne lui fait pas tout faire et on l'amène, il va en soin. D'accord ? Mais ce qu'on veut pas, en tout cas, c'est qu'ils perçoivent les soins comme c'est je vais chez le kiné, je me fais des soins de confort parce que. Non. Tu es fatigué, oui. C'est quoi ? Jambe lourde, douleur, jambe lourde. Mais tu viens sur le terrain. Ok ? On va t'adapter, mais tu viens sur le terrain. Donc dès le dimanche, toutes les informations le soir sont envoyées au staff technique et au staff médical. Le doc, le kiné savent qu'ils vont voir. Le kiné sait qui plus ou moins voir et sur quoi il va bosser. Et nous, le staff, ça nous permet déjà, dès le lundi matin, d'arriver et de rééchanger sur ça et de savoir comment on va construire à la fois le lundi, même si on a déjà des contenus prédéfinis qui sont là, et comment on va avancer dans la semaine avec les gars. Ok ? Et après, dans la gestion de la charge d'entraînement, c'est ce que vous voyez là plus ou moins par rapport aux couleurs. Alors, le lundi et le vendredi, on va dire que plus ou moins, c'est pas les séances les plus chargées. Par contre, mardi, mercredi, jeudi, même s'il joue samedi, ça bosse. Ça bosse. Ok ? Très souvent, sur ces 3 jours-là, ça fait ça. Là, pique, et ça redescend légèrement pour arriver. Comme on le sait, nos données GPS elles nous permettent de voir ça, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on souhaite induire aussi, c'est que la séance la plus forte, elle soit sur le mercredi. D'accord ? Déjà, la séance est longue, mais quoi qu'il en soit, sur les procédés d'entraînement, c'est là où on va rechercher le plus d'efforts possible. D'accord ? Bien évidemment, on ne sort pas de ça du chapeau. Je pense que tout le monde connaît Yann Lemeur, les infographies. Après, il faut aller gratter dans les articles, mais on s'appuie sur des données scientifiques. Alors, il y a le fruit de notre expérience, des années, mais quoi qu'il en soit, et je pense qu'en tant que prépa, et vous serez tous d'accord avec moi, il faut qu'on continue à s'informer. On continue à s'informer. Il y a des nouvelles données, il y a des données qui confirment les anciennes données, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord ? Mais en tout cas, notre base, quand on veut avancer sur un sujet, on vérifie scientifiquement, d'accord ? Rien que cette année, avec Flo, on a fait le KIN 20 pour prendre en compte des besoins sur des déséquilibres. Eh
ben, on a gratté. On n'a pas été, même s'il y a le logiciel, mais on a été chercher. Quelle angulation pour le test est la meilleure? Sur quel public on peut s'appuyer? Sur combien de reps par rapport au public? Tout ça, ben, c'est ce dont on a besoin. Parce que ça avance, mais au moins de se rassurer en disant « j'ai fait par rapport à ce que la littérature nous le dit ». Si je prends le cas de nos GPS, sur la charge d'entraînement, en tout cas le calibrage du GPS, puisqu'ils sont calibrés sur des kilomètres/heure, c'est par rapport à des données scientifiques. C'est la DTN qui nous dit voilà, vos GPS, vous les calibrez de cette façon parce que dans la littérature, eh bien, il s'avère que sur vos catégories d'âge, vous allez jouer sur ces plages-là. Et donc, on travaille par rapport à ça. OK? Donc, sur le plan athlétique, 2 fois par semaine, lundi, vendredi, je vais aller vite, on fait des routines prophylactiques. Donc là, on va avoir tout ce qui est déverrouillage, tout ce qui est travail de pied, travail de proprioception, en salle ou sur le terrain en fonction de où on se trouve. Donc là, on le met 2 fois par semaine. Ce n'est pas des gros contenus qui sont prenants sur le plan énergétique, mais encore une fois, on va avoir quelque chose sur le plan prophylactique, différents types d'objectifs, entrée-sortie de semaine sur le plan biomécanique, amélioration des capacités neurophysio, amélioration de la souplesse active des chaînes musculaires, amélioration de la force du pied. Ça, pareil, il y a une charge de travail qui est induite sur le pied. Beaucoup d'études scientifiques maintenant, et il y a même un kiné qui est en Suisse, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a bossé sur ça, c'est ce que je t'ai envoyé la dernière fois, Flo, où il dit vraiment, voilà, ça a une importance capitale dans la performance. Et donc on travaille là-dessus, on induit une charge de travail là-dessus. Donc ce côté-là est à la fois performance-prévention avec une prédominance pour la prévention. D'accord? Sur le plan psychomoteur, 2 fois de la psychomotricité dans la semaine. Lundi, mercredi, ça peut nous arriver le jeudi, mais pour le moment, on induit au lundi et mercredi. D'accord? Lundi, on a différents types d'orientation. Très souvent, le lundi, on va travailler sur ce qui est pilotage des appuis, aérobie entre guillemets. Et le pilotage des appuis, c'est pas de moi, c'est de Fred Aubert. Donc, on va s'appuyer encore une fois sur des personnes qui ont une grosse expérience pour travailler sur ça. Il y a une planif qui est déterminée à l'avance sur où on veut aller en septembre, où on veut arriver au mois de mai en termes de charge de travail et en termes d'atelier. Pour à la fois qu'il y ait une logique de progression dans la réalisation sur le plan psychomoteur, mais aussi de ce que ça peut induire sur le plan des cannes. Parce que finalement, mais quand on fait répéter les appuis, on peut penser que c'est rien, mais ça peut faire beaucoup. Au bout d'un certain nombre d'appuis, ça peut faire beaucoup. Donc on essaie de calibrer tout ça par rapport à ces données. Très souvent, celle du mercredi, il y a une orientation force. Là aussi, les ateliers ne sont pas les mêmes. Et on induit une charge d'entraînement force. On l'a dit tout à l'heure, on est le mercredi, on induit quelque chose de plus important encore une fois. Les objectifs, même chose, développement spécifique de la motricité, développement de la prise de décision et d'information. Donc là, on avait commencé, pareil, on induit une charge un peu plus importante par rapport à ça, le mercredi. Et sur ceux qu'on avance sur la MRP et les travaux qui avaient été mis en place par Cyril et Tano il y a maintenant 4 ans, si je ne me trompe pas, ben eux, ils ont une charge d'entraînement un petit peu plus élevée encore le mercredi sur ça. Développement de la posture à visée prophylactique, même chose. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, ils essaient d'être le plus près possible à derrière. Mais surtout, que la charge et la façon dont ils se déplacent ou qu'ils travaillent sur cette période-là ne soit pas, en tout cas, que lorsqu'ils arrivent plus loin, l'impact sur certaines zones articulaires et musculaires, elles aient été minimisées par une meilleure psychomotricité. On s'est aperçu qu'à la longue, un joueur de foot, s'il y a beaucoup de changements de direction et que la façon de poser le pied n'est pas correcte, ça va développer des pubalgies, ça va développer des tensions au niveau des adducteurs. Donc on essaie de travailler avec eux sur comment mieux poser le pied quand tu changes de direction, à la fois pour gagner du temps, mais à la fois aussi pour que de façon prophylactique, on t'aide à peut-être éviter une blessure plus tard. Mardi, jeudi, on fait ce qui s'appelle de l'échauffement spécifique à visée préventive. Donc là, il y a 5 ateliers. On va faire travailler la technique, on va faire travailler tout ce qui est lié au caisson abdominal et dans lequel j'inclus les moyens fessiers. D'accord? Donc là aussi, on travaille dessus. On travaille sur de la prévention. Alors, il y a individualisation. Aujourd'hui, je préfère parler de personnalisation. Individualisation, quand on dit ça, je pense à un athlète, à un moment donné, ça se dit, c'est trop recentré, je trouve. Alors que quand c'est perso,
c'est pour toi, mais au service aussi des autres. On va travailler sur tout ce qui est réactivité, corde à sauter, et on finit par un travail d'assouplissement technique de course. C'est là où on agit le plus sur la capacité au fur et à mesure à changer de direction. Et là, même chose, la charge induite, l'atelier, c'est pas jeté à la volée comme ça. Tiens, sur ceci que je vais faire. On essaye de chercher une progressivité sur la capacité à changer de direction. D'accord ? Très souvent, on va aller sur la fin d'année, vraiment sur ce qu'on appelle la navette. Avant, arrière, arrière, avant. Okay ? Ou latéralement. Même chose, on se fixe des objectifs, on a une préparation sur le plan central. Là, on s'est vraiment aperçu quand il rentre sur ces séances-là, une meilleure concentration, il y a un peu plus d'éveil. Et c'est pour ça que sur le lundi, on met aussi ce qu'on appelle des jeux d'éveil. D'accord ? Préparation sur le plan périphérique, forcément, au niveau notamment musculaire, et des rôles avec les agonistes et antagonistes. Et là, on va retrouver une équité entre la prévention et la performance. Alors, après, tout ce qui concerne les qualités physiques un petit peu plus spécifiques. Donc, bien évidemment, si on a une activité où, malheureusement, quand il n'y a pas de vitesse, alors on peut avoir la vitesse d'exécution, mais si on n'a pas de vitesse, on est vite limité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On a un terrain qui fait 105 mètres de longueur. Si on a un gamin qui joue ce qu'on appelle les excentrés et qui n'est pas en capacité de dépasser 30 km/h, ça sera forcément un facteur limitant à un moment donné. Alors, soit il sera repositionné à un poste, mais quoi qu'il en soit, il faut des données. Pareil, on fait des tests, on sait qu'il y a des données, et si ça reste à un certain plafond, c'est compliqué. Mais par contre, on se doit d'induire une charge ou de la gérer, et on va en parler, parce qu'il y a des moments où on va les sortir de ces contenus pour espérer, parce que finalement, quand on est prépa, on espère que pour eux, le développement, il y sera. On est d'accord que le travail, il n'est pas fait pour nous. On n'est pas, quand on est coach, on ne rentre pas à la maison en se disant, allez, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis content. Non, c'est pour eux. Pour eux, et quand je dis pour eux, c'est eux et elles. Hein. Donc on a dit, on va le faire beaucoup en intégré. Donc on a la chance d'avoir les GPS pour gérer ces charges de travail. Et il y aura un tableau. On sait de façon hebdomadaire où on veut aller par rapport à ce qui est fait dans les autres pôles, où on veut aller par rapport à ce qui est fait, en tout cas des matchs de équipe de France U15, et où on veut aller de façon quotidienne, le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et après, ce qui fait que tous les jours, on jette un œil par rapport à ces paramètres-là. Par contre, et ça je me l'interdis, ce n'est pas parce que j'ai dépassé que je ne vais pas continuer à travailler. Si j'ai dépassé, c'est uniquement parce qu'il y a certainement progrès. Après, maintenant, le gamin revient du week-end, le lundi me dit, là, ce week-end, c'était pas comme les autres fois. Ok, donc ça veut dire que pour le moment, tu n'es pas en capacité tu l'as fait, mais peut-être que ça ne t'a pas permis d'être plus performant le week-end. Donc on va être vigilant sur cette période. Mais ça veut dire que si tu l'as fait une fois, peut-être que ça va revenir. Et on verra comment on va avancer sur ta gestion de la charge dans la semaine. On le fait aussi en dissocié. Même chose, on s'est appuyé sur des données scientifiques. On fait 2 fois 30 à 40 mètres de sprint que l'on met ou le mercredi ou le jeudi. Pourquoi ? Développement de la vitesse, mais aussi, et ça on vérifie dans la charge d'entraînement, qu'ils atteignent 90% à 95% de leur Vmax dans la semaine. D'une part pour le développement, mais aussi pour la prévention des ischios. Ça aussi, c'est scientifiquement prouvé. Il y a des travaux qui sont sortis encore récemment avec Alexandre Delal et Jean-Benoît Morin, qui sont des spécialistes et de l'activité, et Jean-Benoît Morin du sprint, où il faudrait atteindre ce pourcentage-là. Mais encore une fois, on peut le vérifier, parce qu'on a les GPS. Alors, pas toutes les activités vont aller sur ce paramètre-là. Encore une fois, au volet, il n'y en a pas besoin. Par contre, mais comment toi, peut-être que tu vas mesurer le nombre de sauts. Et ça, c'est ton travail. Combien de nombre de sauts? Mais sur ce nombre de sauts-là, comme autant nous, on a comment mieux poser le pied quand on change de direction, mais comment mieux réceptionner. Et comment moins impacter de G là et là. Donc tout ça, c'est comment on peut faire. Donc c'est pour ça que je vous présente ce qu'on fait nous, avec nos moyens, d'accord, on va dire informatiques, technologiques. Et donc du coup, ce qu'on fera, c'est que derrière ça, vous allez peut-être
faire un tour de table et dire comment vous gérez par rapport à votre activité ce paramètre. La charge, elle est induite aussi par rapport au profil, force ou vitesse. Donc on fait un test avec l'application MySprint. À partir du moment où on connaît leur profil, on induit une charge par rapport au profil. Comment ça se passe? 2 fois dans la semaine sur le SVP, où là, on va travailler sur un atelier où on va vraiment dissocier pour le coup un atelier profil force et un atelier profil vitesse, et l'atelier n'est pas le même. Par exemple, en ce moment, nos profils force, ils font 4 sauts horizontaux, 2 pieds, ça fait pied gauche, pied droit, pied droit, pied gauche, pied droit, ou droite, gauche, et là aussi, comme certainement sur beaucoup d'activités, on va leur imposer, parce que c'est pas tout dans gauche, droite. Non. La latéralité, à un moment donné, elle n'est pas bonne. Donc c'est un passage comme ça, un passage comme ça. Et au moins, encore une fois, on essaie de les armer au mieux sur le nombre d'appuis et le nombre de fois ils vont attaquer l'appui. Et les profils vitesse, ils sont sur saut de haie verticaux, accélération derrière. Et ça, c'est pareil, et Thomas travaille là-dessus, c'est ce que je lui demande, c'est sorti d'un article scientifique. Et encore une fois, on en revient, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que les profils terriens et aériens. Et on s'aperçoit, et j'ai discuté longuement avec Yann Kervella, qui est un DTR de la Ligue de Bretagne, mais qui est spécialiste des profils, vraiment. Et il me dit oui, on s'aperçoit de plus en plus que terrien, profil force, aérien, profil vitesse. Donc, voilà, il y a l'expérience des personnes, il n'y a pas encore de choses, on va dire, validées, certifiées scientifiquement, mais on s'en rapproche. Donc à partir du moment où il y a des échanges avec des personnes d'une grosse expérience, il y a des articles qui commencent à sortir, on peut se dire, on commence à s'appuyer là-dessus. Et le deuxième contenu, c'est sur les sprints en dissocié, où là, on dissocie vraiment le type de course par rapport au profil force, au profil vitesse, mais on dissociera aussi par rapport à autre chose que je vais vous montrer après. Profil vitesse, c'est très souvent du linéaire. Le profil force, il y a forcément un moment donné dans sa course où il va casser la course. Pourquoi? Parce qu'il doit remettre de la force dans la course brisée. Pareil, il y a une planif qui est faite sur l'année. On part de là, on arrive là. Au mois de mai, on fait que des matchs. Et voilà. Alors, on ne voit pas bien, encore une fois, c'est dommage. Mais là, si je dis, par exemple, on me dissocie le départ. Pourquoi le départ? On en revient à ce que j'avais dit au tout début de la présentation. On amène à du développement par rapport au poste. Voilà. C'est un développement très global parce qu'on veut leur faire tout travailler, que leur sac soit le plus important. Mais par contre, on essaie de prendre en compte le poste parce que le poste induit une charge différente d'un autre poste. On s'aperçoit que chez les défenseurs centraux, malheureusement, ce sont ceux qui bossent le moins dans les séances. Ils ont les VMA les plus basses et ce sont ceux qui ont les données sprintées les plus basses. Comment on fait? Concrètement, pour nous, c'est une ouverture sur le travail dans l'épaule aujourd'hui. Comment on va faire pour que ces gamins-là ils puissent avoir une charge de travail qui va leur permettre aussi, peut-être plus tard, de ne pas être laissés sur le côté, parce que c'est ça aussi la réalité, et d'avoir une charge de travail qui se rapproche de ceux qui sont juste devant eux, les milieux de terrain, qui sont souvent ceux qui ont le plus gros. Donc en une ligne, on a une charge de travail qui peut être induite ou une charge match qui va être différente. Donc là, c'est sur le SVP. On a aussi d'autres contenus. Alors, pareil, on s'appuie sur des données scientifiques. Là, on ne le voit pas bien, mais c'est une étude qui date de 2012, qui a été faite en première ligue sur un système 4-4-2, 4-3-3. Et là, clairement, il a été identifié quels étaient les mouvements pré-effort intensif. Qu'est-ce que fait un latéral au foot avant de faire un sprint? Comment il se déplace? Qu'est-ce que fait un attaquant? Qu'est-ce que fait un excentré? Qu'est-ce que fait un milieu centre? Qu'est-ce que fait un défenseur central? Et tout ça, ça nous permet encore une fois de se dire, si je veux le préparer dans sa charge d'entraînement à ce qu'il va connaître plus haut, autant faire que sur le déplacement qu'il va faire avant le sprint, qu'on vous a mis sur les 2 fois 30 mètres, je lui induise une charge liée à son poste.
La question c'est, si je lui induis un déplacement qui n'est pas lié à son poste, est-ce que finalement, je ne vais pas l'amener à une charge interne qui ne va pas le correspondre et autant il va se péter. Donc, ça, c'est une question sur laquelle on essaie de maintenant réfléchir. Et ça peut être une bonne question. Parce que finalement, il va faire des mouvements qu'il n'a pas l'habitude de faire, que ce soit dans son profil, donc profil force ou vitesse, et que ce soit au poste. Donc autant on va le mettre sur un mouvement qui ne lui correspond pas, parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire, et derrière il va mal se retourner, il va mal remettre l'appui, etc. Et il peut se péter. Donc on essaie d'être vigilant par rapport à ça. Alors ça aussi, c'est une étude sur laquelle on s'est appuyé pour les blessures aux ischio-jambiers. D'accord ? Comment induire une charge d'entraînement suffisante dans la semaine pour se dire qu'il a atteint au moins ce pourcentage et peut-être qu'on espère qu'il ne va pas se péter le week-end. C'est pour ça qu'avec les GPS, on va pouvoir vérifier tout ça, nous, au quotidien et très souvent le jeudi. Là, c'est une étude que Thomas avait trouvée, elle date quand même de 2023, donc elle est très récente. Ça ne valide pas totalement le fait qu'en fonction du profil force ou vitesse, on va plutôt être profil aérien-terrien, mais par contre, ça valide le fait que quand on est sur des profils force, il vaut mieux des ateliers qui soient plus proches du sol, et quand on est profil vitesse, sur des ateliers où on va aller un petit peu plus haut. D'accord ? Moi, par retour d'expérience, j'avais eu un joueur en professionnel qui s'appelle Mathieu Coutader, qui est aujourd'hui à la retraite. Lui, c'est clair et net. Si je le faisais sauter, je le cannais. Il me le disait, j'y arrive pas. J'ai mal au dos, j'y arrive pas. Donc le week-end, très souvent, il pouvait tirer la langue. Alors à partir de ce constat-là, mais à l'époque, ça remonte à 2018, donc il y a 6 ans en arrière. Je n'avais pas le même recul qu'aujourd'hui. Et j'avais déjà essayé de commencer à travailler sur ça. Mais maintenant qu'il y a ces données, encore un petit peu plus approfondies, je me dis, bon ouais, peut-être que j'aurais dû le faire avant que lui me le dise. Mais c'est aussi le but des échanges avec les joueurs, c'est que nous on met en place des choses, mais s'il n'y a pas l'échange au quotidien avec les joueurs et les joueuses, on ne peut pas avancer. Alors après, sur leur suivi personnel, on a accès à MyCoach. Est-ce qu'il y en a qui ont accès à MyCoach ici autour de la salle ? Est-ce que c'est chronophage ? Oui. Clairement, ouais. Voilà. Donc, on est d'accord, c'est chronophage. Donc, comment utiliser cet outil pour que par rapport, encore une fois, comme la façon dont on bosse, Cyril, tu as un staff, mais tu n'es pas non plus... tu es seul. Ouais, et en plus, tu interviens aussi sur... voilà. Donc, comment j'essaie d'utiliser l'outil au mieux. Donc nous là, on a pris l'option d'utiliser MyCoach pour 3 choses. La première, c'est le RPE, le retour au quotidien, donc séance après séance. Le Hooper, donc questionnaire lundi, jeudi sur les états de forme. Ok, on va montrer l'exemple après. Et c'est tout récent, c'est le questionnaire retour club. Alors on ne l'avait pas avant. C'est le questionnaire qu'on envoyait par WhatsApp et après nous envoyer un message privé. Là maintenant, on passe vraiment par MyCoach. Pourquoi ? Parce que ça nous permet très rapidement, nous créer le questionnaire, d'avoir accès à un rapport. Le suivi, honnêtement, je ne le regarde pas. Celui qui sort de MyCoach, parce que on a avancé avec nos données à nous. Et parce qu'encore une fois, si on doit commencer à gratter dans MyCoach, ça devient, on sort de notre métier. Parce que sinon, au lieu de préparer notre séance et de se mettre focus sur individuellement où ils en sont, où en est mon groupe dans la semaine, on va peut-être passer à côté de ça. Alors que si on reste que sur MyCoach, c'est un bel outil, mais je pense qu'il faut minimiser l'utilisation et surtout se l'approprier. Il y a des règles et il y a des principes. D'accord ? On fait un suivi de taille et poids, comme je pense tout le monde, mais encore une fois,
Pourquoi la taille? On va le montrer après, par rapport aux données GPS et notamment par rapport à si on fait le travail vitesse ou pas dans un cycle. Et après, il y a aussi les antécédents de blessures ou les besoins en fonction des, je ne vais pas appeler ça faiblesse, mais des besoins en fonction des agonistes-antagonistes. Et donc là, on leur propose ces fiches comme ça, où on a des routines personnelles et on leur demande de le faire 2 fois par semaine. Et quand ils le font seuls, ben on a gagné. Et on a la chance, on a une génération cette année 2011. Ils ont le tableau, c'est là et là. Les gamins ils descendent avec leurs feuilles, ils font. Et là c'est jackpot. Alors après on est là pour vérifier, parce que forcément un gainage qui est mal fait, ben c'est une charge d'entraînement qui va induire peut-être de la fatigue, un travail excentrique sur les adducteurs qui n'est pas bien fait, idem, etc., etc. Mais quand on les suit, on les amène à travailler sur ça. Voilà le questionnaire et le rapport que l'on obtient tous les dimanches soirs, que j'envoie au staff médical et technique. On sait qui a répondu, s'ils ont joué ou pas, s'ils ont joué, la catégorie ils ont joué, parce que forcément, comme je vous disais, s'ils jouent en 17 ans nationaux, ben déjà on le sait. Parce que si on arrive le lundi, tu as joué souvent, oui, tu étais en quoi? Ah ben j'étais en lycée. Ah, comment on fait? Je t'avais prévu dans la séance, mais finalement j'avais prévu de proposer un procédé, une séance avec tant de joueurs, mais là, vu ce que tu as ce week-end, je ne te mets pas. Comment je m'adapte? Donc on anticipe, on essaie d'anticiper au maximum. Le poste, pareil. J'ai l'habitude de jouer à tel poste, autant ce week-end-là, on m'a fait jouer à tel poste. Si je suis défenseur et qu'on me fait jouer milieu de terrain, parce qu'il y avait un besoin, parce qu'on estime que je peux peut-être jouer au-dessus, ben ça veut dire que la charge d'entraînement n'est pas la même. Alors après, il y a les matchs contre qui ils ont joué. Il y a des scores, à un moment donné. Il n'y a pas match. C'est clair. Il n'y a pas match. Mais du coup, voilà, ça confirme que, mais à un moment donné, le lundi, on va travailler. Le lundi, on va travailler. Jean-Philippe. Ouais, c'est du tu m'entends? Donc tout ça, encore une fois, pour nous confirmer que par rapport à l'adversité du week-end, la charge d'entraînement de la semaine, on essaie d'être le plus logique possible, qu'il y ait de la progressivité. Mais si le lundi, on a besoin de induire une charge qui est peut-être au-dessus de d'habitude, on va le faire. On va le faire. Là, la semaine prochaine, on fait les tests, on fait la vitesse le lundi. Il y en a qui auront joué le dimanche. Et on n'a jamais eu de blessés, ou plus de blessés que ça, forcément, par rapport à ça. Pour vous donner un retour d'expérience, quand j'étais au centre de formation, et c'est un coach qui m'a dit « Mais non, tu verras que ça va passer ». Au début, j'y croyais pas. Jouer le dimanche, on a tous la règle des 48 heures après le match. Mais 48 heures après, les 17 ans nationaux, ils faisaient des séances physiques avec les 19 ans nationaux. Et sur la saison, on n'a pas eu plus de blessés, voire moins. Et c'est la génération où il y a eu le plus de joueurs, de gamins qui sont sortis pro sur le centre de formation. Dont Julien Anziane qui en fait partie par exemple. Donc comme quoi des fois on a des visions ou on a des choses qui datent un petit peu d'avant, on l'a dit, mais c'était peut-être l'erreur d'avant et qui fait qu'aujourd'hui c'est plus totalement la vérité. D'accord ? On a les RPE et après on a, ici ça se voit pas, c'est blessé ou pas, oui, non. Et ça a été un peu un combat. On peut avoir la localisation de la blessure. Déontologiquement, la Fédé, les médecins de la Fédé ne voulaient pas à la base parce que c'est le boulot des médecins. Mais on s'est dit, bon, on est des prépas, quelque part on a accès aussi à des données médicales. Donc à un moment donné, on ne va pas prendre votre boulot. On ne va pas vous remplacer en disant, oh, tu as ça, ben, c'est que tu as peut-être telle blessure. Non. Alors moi j'envoie ça, le docteur Gilles Tessou, il a ça dimanche soir, il me met un pouce, ok j'ai vu, lundi j'arrive, je sais qui je vois. Et s'il y en a certains qui ont peut-être des douleurs bien particulières, même chose, on adapte la charge d'entraînement dans la semaine ou dès le lundi. Ok ? Ça, c'est ce qu'on envoie au médical. Pareil, pour gérer, est-ce qu'on les renvoie en consulte, pour reprise ou réathlée, est-ce qu'ils sont en réathlée, est-ce qu'ils sont en lavage. Et tout ça, ça nous permet déjà, dès le dimanche soir, de savoir personnellement, quand je dis personnellement, c'est pour chacun des gamins, où on va les amener dans la semaine. Il est en réathlée, sur telle phase de réathlée, on en est là. On en est là où on va t'amener
le jeudi. Et si on te fait rentrer le jeudi en phase totalisante, peut-être que si tu es milieu de terrain, on va se faire reculer. Parce qu'on sait que sinon ta charge d'entraînement va trop vite être trop haute. Et autant te pète encore. Et si on le peut, pareil, pour que nous on voit sur la charge de travail où on peut avancer, comment on peut avancer avec chacun d'entre eux, on va sur les matchs le week-end. On ne joue pas, mais si on peut aller voir les matchs, ben on va les voir. Et au moins on sait si déjà ça correspond à la note qu'ils se mettent en auto-évaluation, si par rapport à comment eux ont ressenti le match, si vraiment ça correspond à ce qu'on a vu, et ce qui fait que peut-être il y a un décalage entre ce qu'on a vu et ce qu'eux ressentent. Et ce qui veut dire que, oui, il y a un RPE haut, alors que pourtant, pas l'impression que tu as fait énormément d'efforts, mais il y a une charge. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le RPE, c'est pas que la charge physique, c'est aussi la charge subjective, la charge mentale. Et ça, c'est important. En tout cas, on estime que c'est important à prendre en compte. Et on va le montrer après. Alors, par rapport à la taille, pourquoi? Et ça, c'est tiré d'un magazine, ça s'appelle Magazine Vestiaire, mais c'est un article qui a été fait sur un préparateur physique qui parlait de l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est quand même un centre de formation réputé, qui a quand même des moyens pour travailler, qui a des sport scientists, des data scientists, etc., etc. Donc là, quand on a vu ça, on s'est dit, ah ouais, or, ça correspond à ce qu'on voyait chez certains. Thomas Tchamba, qu'on avait sur les générations 2009, il prenait 1 cm par mois depuis qu'il était rentré au pôle. Et en fait, on s'apercevait quoi? C'est que sur ses données GPS, sur son profil, il était profil vitesse, il est certainement toujours, les données vitesse à la semaine est chutée. Est chutée ou est stagnée. Donc on s'est dit, alors est-ce que c'est parce que c'est lui qui dans le jeu en fait moins, ou est-ce que c'est parce que ça vient d'ailleurs? Et là, quand on a vu ça, on s'est dit, ok, oui, quand il y a entre 0,6 et 0,8 cm par mois, il y a un risque de blessure. Parce que sur le plan psychomoteur, il est moins bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à lui, à son profil? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Étude scientifique, alors je n'ai pas l'année, c'est Thomas qui l'a retrouvé. 2015, mais bon, c'est quand même assez récent, où en effet, ça confirme ce qui est là. D'accord? Les chiffres sont là, il y a un risque de blessure. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? À partir du moment où on a cette donnée-là, on les sort du travail dissocié vitesse. Alors après, vous pourrez me dire, mais alors quand il est dans le jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il sprint ou il sprinte pas? Quand on les met en dissocié, on s'aperçoit très souvent que c'est là où il se donne le plus. Déjà, il n'y a pas l'adversaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui leur fait obstacle et qu'ils peuvent faire un sprint tout droit en allant toujours tout droit et en essayant d'atteindre des max le plus rapidement possible. Par contre, on les maintient sur le travail de l'ESVP, mais on ne les fait pas accélérer. On maintient le travail de type saut, mais on ne les fait pas accélérer. D'accord? Sous ces profils, et on les accompagne comme ça. Est-ce que c'est le fruit de notre travail ou pas? En tout cas, Thomas Tchamba, à partir du moment où on l'a adapté comme ça, on l'avait adapté novembre-décembre, il ne s'est pas pété, et derrière, ça a été beaucoup mieux. Il a remonté la pente. Il a remonté la pente et on a eu de meilleures données à la semaine par rapport à son profil. Là, cette année, on l'a fait avec 2 autres gamins, un deuxième année, un première année. Le constat, c'était les données athlétiques, mais c'était aussi des douleurs récurrentes. Genoux, bassin, tout ce qui va être touché, insertion, terminaison, au niveau ischio, au niveau quadré, au niveau adducteur. Donc, ce sont des marqueurs qui peuvent vous permettre à vous déjà de vous dire, ok, il se passe ça, donc peut-être qu'il vaut mieux que je sois vigilant. D'accord? Par rapport à la qualité physique concernée. Sur les profils, on avait dit qu'on n'en parlerait pas Thomas, mais on va le faire quand même. C'est une charge d'entraînement qui est induite, mais comme on veut les amener à, on a eu des gains de 0,02 secondes, 0,2, 0,3 secondes. C'est énorme. C'est énorme. En un an, il y a des gamins qui sont passés de 2 secondes 0,1 au 10 mètres à 1,85, 1,86. Et ce qui était vraiment intéressant à voir, c'est que c'était vraiment lié avec leur profil et dans le travail qui a été fait. Donc, on les gère pour éviter la blessure. On a parlé au tout début de la fonction prophylactique, mais aussi on les
on induit une charge de travail pour les amener à être plus performants le week-end et être le mieux armés possible derrière. Donc, parce que la gestion de la charge de travail, souvent quand on dit gérer la charge, oui, mais gérer, ça ne veut pas dire on gère, on fait attention, que ça. Non, on gère pour préparer en haut. C'est, je pense, notre volonté à tous. Maintenant, si on peut te mettre une semaine moins chargée, parce que peut-être ça va te permettre d'avoir un effet rebond derrière, tant mieux. Mais si on peut bosser, on y va. Sur le suivi personnel, donc on a les antécédents de blessures, donc on a une petite fiche comme ça qui nous permet au fur et à mesure d'incrémenter si la blessure ou pas, on met la durée d'indisponibilité et ce qui nous permet derrière très rapidement de mettre en place les routines préventives, les routines perso. Cette année, on a fait le Kin 20 et sincèrement, si vous ne l'avez pas fait, nous on vous le conseille. Les résultats qu'on a obtenus, ils nous ont permis vraiment d'aller bosser sur des parties notamment Kin 20 ses genoux, donc ou quadri ou ischio. Et or on a fait ça en septembre, ça a pris du temps, ça nous a pris 2 heures pour le faire, or ils sont passés à 25. On n'avait pas encore mis en place les routines personnelles et c'est marrant, mais sur les profils que l'on a identifiés, c'est ce qu'on met là en bas, c'est que là où il peut être biaisé le test, c'est que si le gamin n'est pas encore un peu à maturité, le test il est biaisé. On prend le cas nous d'un gamin qui est encore petit, qui n'est pas encore développé musculairement, et il nous met un déficit, mais du coup, il n'est pas encore vraiment formé, il tarde à être formé, c'est une 2e année, donc on va pas forcément on va pas le mettre sur un travail qui autant va lui donner une charge de travail encore plus importante, parce que déjà sur ce qu'il doit faire dans la semaine, il faut qu'il arrive à toucher ça, à taper là-dedans. Mais par contre, il y a des profils où il y a un déficit, un besoin, là on se dit, il vaut mieux être vigilant. Et sur les profils qu'on avait identifiés, en mois d'octobre, pendant la Toussaint, quand ils étaient en club, ils sont revenus tous avec quelque chose. Et vraiment, sur là où on avait identifié. Ceux on avait identifié ischio, ils sont revenus avec quelque chose aux ischio. Ceux qu'on avait identifié quadri, déficit, ils sont revenus avec quelque chose à ce niveau-là. Et du coup, on s'est dit, bon, on y va, on leur met en place des routines perso. Et là, sur le SVP du jeudi, où il y a marqué au travail individuel et au travail personnalisé, on leur met un travail vraiment en lien par rapport à ce besoin-là. Mais tout ça, encore une fois, on est 2. Donc on est 2 à mettre en place, on est 2 à vérifier, on a cette chance de pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que adapter en fonction des pôles ou en fonction des staffs, c'est à vous. Et ça, après, on essaiera de trouver peut-être des moyens pour vous. En tout cas, s'il y en a qui le font, je sais que Cyril, toi, sur ça, tu es au carré. Donc, tu pourras nous faire part de comment tu gères tout ça. Mais en tout cas, voilà comment on avance, encore une fois, sur la gestion, et ou pour induire, ou pour minimiser un risque de blessure. Alors, par rapport au RPE, là aussi, par retour d'expérience, on prend en compte le RPE moyen. Donc, on ne prend pas le fait que ce soit la séance, on pense que c'est tel RPE, on prend en compte le RPE moyen pour chaque jour, du lundi au vendredi. Donc, on récupère ça sur une année pour les 2e années, et pour les premières années, dès le cycle septembre-octobre, on détermine le RPE moyen. Et on vérifie individuellement s'il y a un gros écart au niveau du RPE. Là, on prend Antoine Nicolai. C'était sur, je crois, il y a 15 jours. En effet, il était moins bien. Donc le RPE en décalage avec son RPE moyen, il y est. On a quand même presque 3 points d'écart. Il joue quel poste Il est attaquant. Il y avait un écart. Là, ici, pareil, il y avait un écart. Mais lui, et c'est là où c'est important à prendre en compte, c'est qu'il revenait. Il commençait, c'est la première année, et il commençait à s'adapter à la vie au pôle. Donc ça ne veut pas dire qu'il va plus ou moins se blesser, c'est juste qu'il est en train de s'adapter. D'accord ? Son RPE moyen, septembre-octobre, parce que dans les séances d'entraînement, on le voyait moins, il était moins engagé. Mais là, il a commencé à remonter, et donc forcément, son RPE sur ce jour-là commence à remonter. C'est la période septembre-décembre ? Là, on est novembre-décembre. Voilà.
Là, c'est sur un PE moyen sur tous les jours de la semaine. Là, de novembre à décembre. non, que sur le jour. Donc 7, c'est l'intensité perçue sur la journée. Oui. Enfin, sur l'environnement de la Et journée. d'habitude, sur cette Comparé journée-là, à tous les jeudis de septembre. or là, Ces jeudis. on était, je pense que par rapport à RPE, on devait être sur un mardi. Ok, mais tous les mardis de septembre à décembre. Sa moyenne, elle est là. Ok, c'est ça. Donc, en moyenne, voilà, pour chaque jour, le RPE de chacun d'entre eux. Et ce qui nous permet de très rapidement se dire où est le décalage. Est-ce que c'est lié au fait que ce week-end, il a joué peut-être un match à 17 internationaux, mais ça on le sait, et le RPE nous le confirme qu'il faut être vigilant. Est-ce que c'est lié à une période où il est moins bien? Et donc alors que sur un mardi, la séance, il la vit bien, et là, il la vit moins bien. D'accord? Donc on est vigilant. On est vigilant en lui posant la question, mais des fois, peut-être que c'est juste parce que c'est 48 heures après et qu'on sait que c'est quand même si des fois on ne prend pas toujours en compte que c'est là où on est un petit peu moins bien physiquement et mentalement. D'accord? Ça à prendre en compte aussi. Et où on va plus loin dans le profil, on sait que c'est un profil où il y a aussi une histoire personnelle derrière. Il y a une histoire familiale derrière. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans la charge d'entraînement. Quand le RPE il varie comme ça d'un coup, des fois, il peut y avoir quelque chose qui se passe derrière et en dehors d'ici, alors que tout va bien. Il y a 2-3 ans en arrière, on était sur cette période-là, décembre, on était sur des activités moins chargées, notamment sur les 15 derniers jours, et les RPE étaient hauts, 6, 7, alors que normalement on était sur 3, 4. Et en fait, en creusant, le gamin, il avait envie de rentrer chez lui. Et c'était les fêtes qui approchaient, il avait envie que d'une chose, c'est de retrouver sa famille. Donc, du coup, nous on faisait moins, donc on savait que même si c'était haut, on allait mettre des séances d'entraînement qui n'allaient pas forcément lui dire une grosse charge d'entraînement, une charge interne. Mais la charge externe, elle était pour lui, par rapport au fait qu'il était là. T'as une chance, enfin, je sais pas comment tu arrives à les éduquer comme ça pour qu'ils soient aussi honnêtes sur ça. Ouais. Parce que c'est vrai que moi je parle de mon cas, ils ont énormément de mal à être super honnêtes. Ouais. Parce qu'ils pensent qu'on va les juger par rapport à ça. Et donc du coup, comment tu fais pour leur faire rentrer dans la tête que cette honnêteté-là, elle n'est pas pour les juger, elle est pour adapter en fonction d'eux? En fait, c'est toujours pareil, c'est que ça va venir quelque part, comme tu dis, c'est de vraiment leur faire comprendre que c'est pour eux et que c'est pas pour vérifier si tu vas le faire jouer le week-end ou pas. Et c'est tout là, j'ai envie de dire, la clé elle est là. C'est déjà quelque part c'est un peu imposé parce que tu leur demandes de répondre, mais in fine c'est pour toi. C'est pour toi et pour te faire comprendre qu'on veut t'aider. Et pas parce que tu m'as mis une semaine à RPE élevé que je vais pas te faire jouer le week-end. Alors l'honnêteté, après encore une fois, et on en revient à une des premières salles, c'est l'adhésion au projet. Et celui qui n'a pas, ou celle qui n'a pas cette honnêteté-là, c'est que déjà tu te dis, est-ce que dans le projet, il est complètement impliqué ou il est complètement impliqué ou pas. Donc ça, après, c'est un peu à double tranchant de comment tu vas l'interpréter. Mais par contre, en moyennant les RPE, quelque part, au moins tu peux te rassurer toi-même en te disant, il mettait ça quand RPE moyen régulièrement. Après, s'il y a un écart, bon, là, il est certainement, ou elle est certainement honnête, et donc peut-être qu'il vaut mieux que je sois vigilante. Et après, tu verras bien, si tu vas aller voir jouer le week-end, tu verras bien par rapport à ce qu'il a répondu, ou elle a répondu la semaine, et comment il est le week-end, à un moment donné, c'est de dire, bon, pense bien à ça. Si je te demande ça, c'est pour toi. C'est pas pour que moi, après, ce qu'on s'interdit aussi, par rapport à ça, c'est que le vendredi, on fait un retour pour ça qu'après on arrive au vendredi, on fait un retour au club sur la semaine, mais je m'interdis à leur dire il est bien, il n'est pas bien. Il est blessé ou il n'est pas blessé. Il peut jouer, il ne peut pas jouer. Parce que je n'ai pas envie de biaiser Par contre, s'il y a un état de fatigue, je vais le dire. Mais je ne vais pas biaiser ou influencer le coach par rapport à la semaine. Ouais, donc ça fait partie de la confiance aussi qu'ils ont en toi. Ouais, je pense que la clé elle est là. S'ils sentent qu'ils ont confiance, et je pense qu'on recherche tous ça, à ce que nos athlètes ils aient confiance en nous, et c'est la terminologie propre de notre domaine. Entraînement, entraîner. Je t'entraîne avec moi.
Donc, du coup, c'est quelle confiance je mettrai. Et comme tu dis, des fois, il n'y a pas toujours cette honnêteté. Mais tu t'aperçois aussi que l'honnêteté de la valeur RPE, elle va souvent être biaisée le jour du match. En sélection, le jour du match, ils sont tous pas stressés et il n'y en a aucun qui a mal quelque part. Ils sont tous au top. Le jour du match, c'est toujours comme ça. Mais après, sur le retour qu'on a dans la semaine d'entraînement, on voit bien. Et puis le médical est là pour ça aussi. Une des choses, et ça, il y avait une étude scientifique qui a été faite là-dessus aussi, c'est que il faut que entre le staff technique et le staff médical, il n'y ait pas de brèche. Si les joueurs ou les joueuses, ils s'aperçoivent qu'il y a un discours qui n'est pas le même entre les deux, déjà la charge d'entraînement de la semaine, ils vont l'apercevoir différemment, et surtout, ça va commencer à... ça sent pas très bon. Donc, il vaut mieux être sur la même longueur d'onde. Et pour ça, c'est pour ça que dès le dimanche, il y a les infos. Et dès le lundi matin, s'il y a un message ou un échange à avoir avec le médical, on l'appelle. Dernièrement, on a un joueur, le papa, il faut qu'il joue, sinon il va perdre du temps. Oui, mais ton gosse, il est blessé. Il a une pathologie de croissance. S'il rejoue vite, il risque, parce qu'on est sûr de rien, de se répéter. Donc, médical, ok, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec nous, oui ou non? On est d'accord. Donc quand il va venir vous voir, le message, on est d'accord que ce sera celui-là. Oui, c'est celui-là. Et là, au moins, on est au clair. En tout cas, ça, il est perçu. Donc l'honnêteté, elle va venir aussi si dans le staff, tout le monde est sur le même pied d'égalité, en tout cas sur la même volonté, la même longueur d'onde. Et c'est aussi leur faire comprendre que c'est pour eux, parce que s'ils mentent quelque part ou s'ils ne sont pas honnêtes, ils vont se péter à un moment donné et ils ne vont pas continuer à s'entraîner. Mais c'est aussi un travail de longue haleine. Voilà. Donc RPE moyen, vérifier, et si on s'aperçoit d'eux, et bien là, très rapidement, on prend en charge le profil. Est-ce que tu t'entraînes le lendemain? Oui, non. Est-ce que tu t'entraînes totalement? Oui, non. Et peut-être qu'un jour dans la semaine, on va te sortir et on va te permettre d'aller accéder à des soins s'il y a une douleur, ou de te sortir sur une séance où finalement il va avoir trop d'impact par rapport à où tu en es toi dans ton état de forme actuel, par rapport aux marqueurs que l'on a nous. Et en sachant que là-dessus, il n'y a pas de vérité. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de vérité. Par retour d'expérience, par exemple, quand j'étais en pro, il y avait un joueur, c'était un jeudi, non, un mercredi, et dans sa semaine d'entraînement, c'était élevé. Et c'était là encore une fois, parce que c'était il y a 6 ans en arrière, et sur les RPE, je n'avais pas encore cette notion-là. Et j'arrive le vendredi, je dis au coach, je dis Olive, il n'est pas bien, il faut qu'on soit vigilant avec lui, et puis est-ce que ça vaut le coup de le faire rentrer? Parce que si tu attends des choses sur le projet de jeu de ce match, il me dit, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Je le fais jouer, je ne le fais pas jouer. Alors là, moi je lui dis, écoute, moi je te donne les infos que j'ai. Maintenant, je ne sais pas si demain, qu'est-ce qui va se produire. En tout cas, moi je te dis, peut-être soyons vigilants, ou peut-être fais ton choix en ayant ces infos, de le faire démarrer ou pas. Mais au moins on a donné les infos au coach. Il fait démarrer, c'était le meilleur. C'était le meilleur, il a marqué. Et il nous fait gagner le match en plus. Donc voilà, il n'y a pas de vérité. Et c'est pour ça que dans le discours, quand on est prépa, je pense qu'il faut qu'on soit quand même au service du staff et au service d'eux. Après, toi, tu as la double casquette aussi, quelque part, même si tu es accompagné par le CJC. Mais en tout cas, l'idée, c'est de donner le maximum d'infos pour que le coach il prenne sa décision ou pas. Et pour peut-être, s'il a décidé de le faire jouer, par contre, ce qu'on a fait, et c'est là aussi quand on travaille en bonne intelligence, la semaine suivante, il a été aménagé. Voilà. Parce que peut-être que, arrivé le match, il a été au taquet, il a performé, mais attention, peut-être la semaine suivante, s'il refait ça, il peut y avoir un risque. Et pourquoi sur le delta? Et là, c'est vraiment une expérience qui m'a marqué quand il y a un delta comme ça. Un lundi, séance de reprise.
noté 6-7 parce qu'on était 72 heures après, on jouait le vendredi, on reprenait le lundi. Et là, pour le coup, on savait que la séance, joueur âgé, alors quand je dis âgé, c'est des trentaines dépassées, d'accord, on fait une séance et il me met 10, le max. Donc là, pareil, même un peu le même constat. Et on savait que s'il était aménagé, et c'est ça aussi un peu avec les vieux, si après vous avez des vieux, ne les ménagez pas. Faites-les s'entraîner. Par contre, il y a des moments, comme le cas là, il faut être vigilant. Et je dis au coach, c'est pas normal. Là, d'habitude, il ne met pas cette note-là, il y a 10. Il me dit, mais tu le sais, s'il s'entraîne moins, et le week-end, il est moins performant. Et je dis, ouais, mais là, attention, la note, elle est élevée. Après, encore une fois, moi, je te dis, séance, mollet, paf. Et là, ça n'a pas loupé. Donc là, c'est là que ça m'a fait comprendre, me dire, oui, s'il y a un delta qui est élevé par rapport à d'habitude, soyons vigilants quand même. Soyons vigilants. Est-ce que, par exemple, pour un jeune joueur qui va peut-être être titulaire, même s'il ne sait pas de source sûre, est-ce que son RPE va changer la semaine qui précède parce que ça va être nouveau pour lui, parce qu'il va avoir du stress? Du coup, comment tu juges ça? Ça veut dire que son état de fatigue va être aussi défini par son stress, et ça, c'est difficile à analyser. Ouais, ben c'est pour ça que la note du RPE elle est subjective. Ouais. Donc c'est pour ça que quand on a un peu la valeur du stress, finalement, ben, tu peux te dire que justement, s'il y a une RPE un peu plus élevée, c'est pas parce que sa charge interne elle est plus élevée, c'est parce que là-dedans, enfin oui c'est de l'interne, mais quand je t'en parle interne, c'est métabolique et musculaire. Mais ça veut dire que là, c'est un peu plus élevé parce que là-dedans, ça commence un peu à trembler. Et c'est pas pour autant que ça veut dire que tu vas le ménager. Au contraire, fais-le ou fais-la s'entraîner parce que ça va lui donner confiance. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Donc ces données-là, par rapport à ces données-là, ce sont nos données GPS. Et donc là, c'est les données d'un match de développement, en tout cas ceux qui atteignent les sélections U15. On sait qu'un match U15, c'est 80 minutes. Merci. Et sur 80 minutes, ils font tant de distance parcourue, tant de distance à haute intensité, tant en sprint. Dans la semaine, on s'est fixé des ratios. On veut qu'ils essayent d'arriver à 2 fois le match en distance parcourue. On veut qu'ils arrivent, on essaye à ce qu'ils atteignent 1 fois et demi le match en distance à haute intensité, où on a mis 1 fois. On était à 1 fois et demi. On était 1 fois et demi, on est repassé 1 fois. Le ratio était trop élevé. Et en sprint, c'est 1 fois aussi. Voilà. Ça, c'est pour nous un indicateur de ceux qui peuvent se rapprocher, parce qu'à un moment donné, on va nous dire qui peut intégrer les sélections nationales. Et donc, quand on voit les profils, eh ben, on se dit, ok, il y a le pied, il y a la tactique, mais est-ce que physiquement, il est prêt ou pas? Et donc, quand on voit que ça se rapproche, alors là, c'est très élevé. Pourquoi? Parce que c'est une séance, j'aurais pas dû prendre celle-là. C'est une semaine où on a fait des cycles intermittents. Donc il y avait beaucoup de distance à haute intensité, beaucoup de sprints, c'était ce mois-ci. Hein. Donc là c'était très élevé. Mais par contre, au moins, on bosse sur des intensités et des ratios de semaine pour les préparer à des matchs comme ça. C'est ce que je vous disais au tout début. Notre objectif, il est là. C'est qu'on ait des gamins qui performent, mais c'est après. On se projette sur le long terme. Par contre, sur les semaines classiques, où il n'y a pas d'intermittent, de travail dissocié en plus, ben, ceux qui, au poste, se rapprochent le plus de ça. Et, de façon hebdomadaire, c'est ce que l'on a là en bas. C'est-à-dire qu'on sait que sur la moyenne d'épaule, on a environ 21,8 km par semaine, on a 446 ou 447 mètres à haute intensité, donc au-dessus de 16 km/h, et on a 157 mètres de sprint en moyenne, donc au-dessus de 20 km/h. Sachant que dès qu'ils sortent du pôle, s'ils intègrent les sélections ou qu'ils intègrent une sélection U16, la bascule c'est au-dessus de 18, au-dessus de 25. Donc là, on est en pleine réflexion sur est-ce qu'au pôle espoir aussi, on ne va pas commencer à se calibrer sur les sélections nationales, parce que finalement, nous, notre boulot, on bosse pour les clubs ici au niveau régional, mais on bosse aussi pour les sélections. On est sur ce qu'on appelle le plan de performance fédérale, et donc on veut les amener à ce que plus haut, ça avance et ça sorte. D'accord? Et ce qui fait que, de façon hebdomadaire et quotidienne, et notamment le jeudi, on se pose exactement où on en est par rapport à nos DTP, où on en est par rapport à ça, où on en est par rapport au sprint. Ce qui fait que, ouais.
Ça, est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de le moduler en fonction de la Vmax du joueur et du coup de sa VMA, enfin de sa réserve de vitesse, on va dire, un joueur qui a comme tu disais, Ilan, qui fait 24 au Babeval, autant au-dessus de 20 km/h, il est loin de sa vitesse en sprint, ou il reste dans une vitesse qui est proche de sa VMA. Alors, après, si tu veux, nous, on vérifie la Vmax par rapport à ce qu'on disait, par rapport à la prévention des ischios. La Vmax, on l'a fait évoluer au quotidien. On l'a fait évoluer au quotidien. Mais ce que tu dis, c'est que peut-être qu'il a une grosse VMA, mais il n'a pas forcément une grosse Vmax. Oui. Donc, ce qui fait que sur la data sprint, on va aussi se pencher dessus. Est-ce que peut-être qu'il n'a pas fait des sprints parce que il n'a pas le profil pour aller au-dessus de cette valeur-là. Donc, on ne va pas peut-être revenir avec lui en ce moment, parce que c'est sur le moment de son développement, sur le fait de dire « Oh, tu ne fais pas de sprint ». Non, mais parce qu'en fait, comme tu dis, peut-être que sa Vmax ne lui permet pas, par rapport au calibrage, de dépasser ça. Il est plus proche d'un 20-21 que de 1-25. Si on se fie à 25, autant il n'aura jamais de sprint. Ou inversement, ouais. Inversement, autant tu peux avoir, par exemple, il peut avoir une grosse Vmax et avoir beaucoup de distance au-dessus de 20 km/h, qui au final, lui, il est loin de sa vitesse en sprint. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que vous le modulez aussi en fonction du profil? Si demain, je sais pas, il est à 32 km/h de Vmax, si on prend toutes ces distances en sprint, mais qu'au final, toutes ces distances au-dessus de 20 km/h, mais qu'au final, pour lui, c'est juste de la haute intensité, est-ce que vous avez la possibilité quand même de le moduler et de dire, ok, pour lui, peut-être que, comme tu dis, je le fais sur 18-25 km/h, Alors, pas sur 16. on pourrait le faire, En fait, sauf les GPS, ils sont pas personnalisés, entre guillemets. on peut pas. On peut les faire. C'est la DTN qui nous... Si, on pourrait. Mais chaque GPS a son GPS défini, dire ok, pour toi, ta intensité. Ils sont déterminés pour tous, parce que c'est la DTN qui nous le demande. D'accord, ok. Mais si on voudrait, on pourrait, comme tu dis, le personnaliser par rapport à la Vmax. On peut le faire. Mais c'est plus de travail. Ouais, c'est juste une histoire de ce qu'on appelle le mapping. Une fois que le mapping il est fait, c'est terminé et on peut le faire. Sauf que, encore une fois, on travaille en s'appuyant sur des données globales et nationales. Donc du coup, ici, quelque part, ça va changer complètement. Et ce qui fait que par rapport à ce qu'on veut lui induire, en tout cas où on veut l'amener, ça ne va pas être les mêmes qu'eux. Donc ça va donner forcément une fiche à part. Mais on n'a pas encore ces données-là. Et c'est pour ça qu'on espère qu'à un moment donné, on va basculer sur les mêmes ratios qu'en sélection nationale. Pour pouvoir se rapprocher de ça. Après, c'est comme la haute intensité. Il a une VMA au-dessus à 20, oui, forcément, sur les distances au-dessus de 18, il va. Alors qu'il y a un autre qui peut-être est à 16, c'est plus dur. Et donc là, on le prend en compte. En ce moment, on a un gamin, c'est le gamin que je vous disais tout à l'heure par rapport au ratio déficit, on le sait que sur les distances totales, par rapport à ce calibrage-là, il atteint juste, il a 16 de VMA. Ça veut dire que dans ces séances, il faut qu'il soit à 100% pour pouvoir atteindre ces 16-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une charge qui est induite par rapport, en tout cas, à ce qu'on recherche sur les valeurs nationales, mais on va lui laisser le temps. On ne va pas forcément être derrière lui en disant « Oh, t'as pas atteint, regarde où t'en es, regarde où en sont les autres. » C'est pas normal. Mais lui, il va te dire peut-être, mais pour moi, j'y suis. Donc ça, c'est toute l'intelligence de dire, il va falloir encore du temps. Mais sache qu'un jour, quand même, il va falloir que tu y attendes. Et le calibrage individuel, en fait, la DTN souhaite qu'on reste sur les... Oui, pour que tu aies des données, que tout le monde fasse la même chose sur tout le Après, parce qu'à haut niveau, ils le font en plus. Non, les GPS, même dans les clubs, ils sont calibrés tous de la même façon. 18, 25, c'est juste, par contre, ce que tu vérifies, et c'est encore une fois la notion des profil force ou profil vitesse. Profil vitesse, distance en sprint, profil force, accélération, décélération. Et là, on vérifie. On vérifie si par rapport au profil, il y a quand même des valeurs. Il y a des valeurs.
Ok, profil vitesse, c'est ce qu'on vous disait avec le petit Thomas Chamba, on voyait que les valeurs avaient tendance à diminuer. Ben là, du coup, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est lié à la fatigue ou est-ce que c'est lié vraiment dans le jeu? C'est pour ça qu'on revient au tout début. Le référentiel, c'est le jeu, le match. Et dans les séances d'entraînement, par rapport à ton poste, d'habitude, tu en es là. Mais est-ce que moi, et c'est pour ça que quand on est prépa, ça reste aussi important d'être aux côtés, de vérifier, de regarder les séances, de se dire est-ce que par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il fait d'habitude, et de comprendre aussi un peu mieux l'activité, est-ce que d'habitude c'est ce qu'il fait ou pas? Et c'est tous ces paramètres qui gravitent autour de peut-être d'un seul paramètre qui est la vitesse, le système de jeu, le profil, le poste, etc., qui va te faire dire si oui ou non la charge d'entraînement elle est suffisante ou si peut-être il y a un état de fatigue. Donc ça, quotidiennement et très souvent le jeudi, on vérifie, notamment par rapport à la VMAX. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Comme si on a fait des sprints le jeudi et qu'on vérifie qu'il y a certains échiquiers qui manquent, mais là, on va dire, regarde, dans le jeu aujourd'hui, il va y avoir ça. Par rapport à ton poste, ce serait bien, il y a un moment donné, d'accord, que tu fasses cet effort-là. Parce qu'il faudrait que tu atteignes ta VMAX. Okay. Par contre, c'est pas parce que dès le jeudi et qu'on n'a pas encore fait le sprint dissocié que la Vmax, en tout cas le pourcentage de Vmax est atteint, qu'on va pas le faire. On va le faire quand même. On va quand même le faire. Parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure, il a atteint au moins une fois le 90% de Vmax, mais s'il atteint 2 fois, peut-être qu'ils sont encore plus protégés. Mais si il y a Vmax atteinte et qu'on s'aperçoit que dans les données, dans les marqueurs GPS, il y a un état de fatigue par rapport à ce qu'on a d'habitude, sort. C'est bon. Tu as fait, on sait où on veut t'amener. Par contre, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de le faire en plus si le jeudi, on n'a pas fait le dissocié. Donc, on adapte comme ça aussi. Là, dans la colonne de Vmax atteinte, oui. C'est la vitesse max qu'il a atteint. Dans la semaine. La Vmax de référence, elle est là. Okay. Là, tu as le pourcentage par rapport à cette Vmax qui change. Hein. Et là, tu as le 90% et la barre, elle nous permet de dire si elle est atteinte ou pas. Okay. Et après, si tu as 0, c'est qu'il ne l'a pas atteint de la semaine. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les mètres qu'il a fait au-dessus de 90% de Vmax. Non, ça, on ne les a pas. Ça, on les a pas. Le nombre de mètres qu'il a fait au-dessus de 90%, on les a pas. Là, c'est la pointe. En bleu, s'il a fait même sur 1 mètre, il a atteint la pointe. Parce que, pourquoi? Ça aussi, c'est étude scientifique assez récente sur à quel moment au niveau des ischios, il y a un risque de blessure sur un match de foot. Et ça va être même sur une distance d'1 mètre. Accélération, décélération, ou dans le sprint, il y a un moment où, je dis une bêtise, ça part, il arrive, il touche le ballon, il repart fort, pourtant c'est sur un appui, 1 mètre, et bien paf, ça pète. Donc ça veut dire que même si tu as fait 1 mètre en pointe de 90%, tu peux te péter. Donc à partir du moment où la pointe elle est atteinte, elle est atteinte. Par contre, le nombre de mètres à 90%, on les a pas. Il estime là, c'est vraiment le marqueur au-dessus de 20 km/h. Donc ça, on ne peut pas savoir spécifiquement. Ou alors, on prend graphe après graphe et on coupe. Mais finalement, si on s'amuse à faire ça, derrière, on va laisser tout un tas d'autres choses et on va perdre un peu notre temps. Par contre, on va se calibrer sur la distance atteinte par rapport à ce qu'on veut dans la semaine et où il en est dans la semaine. Ça, on va vérifier. Jou, oui. Par rapport à ça, sachant que les datas que vous avez sont des datas Interpol, si je ne me trompe pas. Oui, c'est de tous les pôles, oui. Ok. Est-ce que vous êtes déjà en mesure potentiellement de profiler avoir des profils à haute perf? Parce que je sais que tu as accès directement à des datas, des références des sélections. Donc ça veut dire que tu sais qu'au poste, dans les sélections, on va avoir tel type de données. Est-ce que toi, tu es déjà en mesure à ce moment-là, sur un pôle, peut-être des fins d'année de pôle avec une transi après sur 2017, de dire ok, lui, ça peut être un potentiel profil parce qu'il se rapproche clairement du référentiel en sélection? C'est ce tableau-là.
Ok, bah justement, je voulais la poser à ce Voilà, moment-là. c'est ce tableau-là. Donc là, comme je dis, c'est biaisé parce que j'aurais dû mettre un autre tableau. Il y a clairement des profils où tu vois qu'ils se rapprochent de au moins prétendre à être en équipe de France U15. Parce que physiquement, ils y répondent. Après, la vérité, c'est ce qui se passe, ce qui sort de là. Ah oui, ça c'est une Ce qui évidence. sort du pied et ce qui sort de là dans la compréhension du jeu. Parce qu'on est au service du jeu. Mais tu as raison, à un moment donné, donc là en fait c'est le travail au niveau national, parce que je suis aussi référent sur le plan national des tests mis en place sur l'ensemble du territoire au niveau du plan de performance fédéral. Là on est en train de travailler, on a redéfini, on a retravaillé sur les tests qui étaient faits, en lien avec les marqueurs. Et là maintenant, le step suivant, c'est OK, et avec my coach, l'idée c'est de rembobiner. Voilà. Là, en ce moment, le but du centre de recherche est de rembobiner, de revenir au début d'un gamin qui est aujourd'hui en U20, puisque ma coach, ça fait déjà 4-5 ans qu'il y est, où il en était au moment où il était U16. S'il est toujours en sélection nationale, qu'il est U20, et qu'en plus en club il joue au niveau, où il en était à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait, quelles étaient ses RPE, quelles étaient ses valeurs en GPS, etc. Et l'idée, comme tu dis, c'est à la fois de par les tests, de déterminer s'il y a un profil ou pas, et par ces valeurs-là, également, comme tu dis, de proposer des gamins qui auraient le profil à toucher les sélections nationales. On a des premières années qui s'en rapprochent déjà. C'est ce que je disais en début avec Cyril, Giovanni. Il y a deux gamins là en 2011, c'est des profils haut niveau, déjà en première année. Donc, du coup, on les accompagne un peu plus sur la MRP. Donc, encore une fois, merci CJC. Donc, on les accompagne et au fur et à mesure, on les propose. Après, c'est les sélectionneurs qui prennent leurs décisions. Mais oui, c'est pour ça qu'on a demandé à les avoir. Parce que, voilà, tu vas aller en sélection nationale U15, c'est ça. Maintenant, et on a des données des U16 au U20. Qu'est-ce qu'un U16 fait en distance totale sur un match? Qu'est-ce que fait un U20? Qu'est-ce que fait en sprint? En U16, qu'est-ce qu'il fait un U20? Et ça nous permet, au fur et à mesure des années d'âge, de savoir s'ils peuvent se rapprocher de ça. Après, on parle de sélection nationale. On ne parle pas de jouer, même en championnat national jeune, U17 ou U19. D'accord? Déjà que s'ils y jouent, c'est bien. Pour nous, les nôtres au niveau régional. Et c'est notre objectif. Maintenant, c'est sûr que si on a un gamin qui arrive à toucher les sélections et y jouer, jackpot. Là, sur les dernières générations, on a quand même Tim Viel qui est gardien de but et qui va régulièrement en sélection. On a le petit Lisandro Olmet qui est pro, qui est en sélection. On a Olivia Rome qui est encore en U19 en sélection nationale U19. Olivia, donc fille, c'était un phéno. Et on n'avait pas encore ce recul-là à ce moment-là. Mais du coup, elle a eu des charges induites comme les garçons. Et aujourd'hui, elle est dans le groupe pro au PSG et elle est en sélection nationale U19. Et elle avance. Donc ouais, on commence à avoir un recul sur ça. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Mais l'objectif, il est là, comme pour l'échange. Et l'idée, comme je dis après, c'est de dire, voilà, bon ok, tu nous as montré tout ça, mais nous, comment on peut faire? On n'a pas les GPS, on n'a pas les trucs, ou comment vous faites déjà? Après, l'idée, c'est peut-être dans vos activités, je ne sais pas si c'est fait, mais de récupérer toutes ces données-là. Mais malheureusement, moi j'arrive à 4 ans à la Fédé, puisque j'étais employé de club, maintenant je suis employé de ligue, employé de Fédé, j'arrive, quelles données on a? Zéro. Mais comment ça, zéro? Non, on n'a rien récolté. Si, il y a une récolte, mais il n'y a rien qui est répertorié. On n'avait rien. Donc là, en 4 ans, bon, c'est une réflexion que j'avais eue avec d'autres prépas de pôle, en 4 ans, voilà, on a eu des données, le centre de recherche est sorti, et là maintenant, en effet, là, on sait que les gamins, les meilleurs qui sont sur les sélections nationales, et surtout sur les compétitions importantes, les championnats d'Europe, les championnats du monde, qui ont les meilleurs datas, là ils sont en A ou en espoir. Les gamins, ils sont tout en haut. Donc ils jouent en club, donc ça nous permet d'avoir un recul aussi par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a estimé que c'était important de travailler par rapport à ça. Parce que notre souhait, c'est de les préparer à ça. Donc encore une fois,
Ah, ça, c'est vraiment, donc après je n'aurais terminé quasiment, là, avec tous ces tableaux, et en plus, notre charge d'entraînement, et avec tout ce qui gravite autour, ce qu'on induit, et bien qu'à un moment donné, on va décider d'en mettre un petit peu plus le jeudi, un petit peu moins, on va adapter les uns ou les autres, et on va adapter en fonction du profil sur le travail qui est proposé. Donc voilà, question globale, entre guillemets, c'est déjà quel public j'ai face à moi. Parce que là, j'ai parlé sur des gamins qui, je l'ai dit, en pôle espoir, U14, U15. Mais il y a les handballeurs, ils sont plus grands. Il y a les volleyeuses, je crois qu'elles sont un petit peu plus grandes aussi. Toi, Cyril, tu as des seniors. Alors, je suis désolé, vous êtes sur quelle activité? Je ne sais pas. Un boxeur. Mais voilà, est-ce que c'est un jeune ou est-ce que c'est un boxeur confirmé? Comment? Non mais voilà, donc qu'est-ce que je peux lui induire? Ok, et donc qui j'ai face à moi et qu'est-ce que je peux proposer comme charge d'entraînement? Donc encore une fois, nous on a la chance d'avoir ces données de recul par rapport au public. Mais si vous ne les avez pas, voilà, où je peux aller gratter et où je peux aller chercher les valeurs. Quel est le niveau de pratique? C'est la même chose. Nous, ils jouent en U16R1, ils sont contents, mais c'est le U16R1 Corse. C'est pas la U16R1 Ligue Méditerranée et sans parler de la Ligue de France. Donc du coup, ben oui, on va pas forcément être plus attentif à ça. Moi, je sais que mon collègue en sélection, qui est le directeur du pôle espoir d'Aix, avec les gamins qui jouent en U16 R1 Ligue des Méditerranée, il va certains les adapter dès le lundi. Parce qu'il sait que les gamins, le week-end, ça va être costaud. Nous, c'est pas le cas. Donc du coup, il faut qu'on leur induise une charge d'entraînement pour les préparer. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'après, quand ils arrivent aux interligues, quand on fait un échange avec un autre pôle espoir, on s'aperçoit de quoi? On a du travail. Enfin, en tout cas, on a une marge qui est assez importante. Donc, quels sont les moyens humains? On est 4, on est 2 sur la prépa. Donc, dans la réflexion, c'est bicéphale. Donc, ça nous permet encore une fois d'avancer un petit peu plus vite. Quels sont les moyens qu'on a au niveau informatique, au niveau technologique? Quels tests sont mis en place? Donc il y a les profils force-vitesse, et puis après il y a le VAM-EVAL, mais on fait le Buchette aussi maintenant, donc ça nous permet aussi encore une fois d'avoir une VMA intermittente qui se rapproche du coup des 20 km/h, tu vois. On sait que sur le Buchette, les meilleurs perfs, et ça c'est pareil, on a un recul sur les tests. C'est une étude qui a été faite l'année dernière, on a un recul. Quelle est la moyenne d'un gamin en pôle qu'un gamin en pôle fait au Buchette? Donc il fait 20 et demi. Ok, mais quand il est à 20, mais sur la valeur sprintée, ça veut dire qu'il peut aller taper. Il peut aller taper là-dedans. Donc combien de temps de séance je dispose? Nous, on en a 5. On en a 5, on a un créneau de 2 heures, plus la mise en place avant. Donc forcément, c'est encore une fois des moyens qui nous permettent d'être plus confortables. Et encore une fois, quelles sont les méthodes, les contenus que je mets en place, quelle est la méthode que je choisis de mettre en place au niveau athlétique, parce qu'on parle de préparation physique, mais encore une fois, on en revient, on est au service de l'activité, au service des coachs, au service des athlètes. Ça, c'est la base. Et à la fin, quel est l'objectif? Est-ce que je les prépare parce que je veux que ce week-end, ils performent, et je suis content, mais par contre, sur le long terme, est-ce que j'ai été utile à sa formation? Parce qu'il y en a certains gamins qui aujourd'hui peut-être, à 20 ans, c'est terminus. Parce qu'à une époque, peut-être c'était il faut gagner, il faut faire comme ça, on fait comme les pros. Là, il y a des clubs, c'est on fait comme les pros. Le lundi, là, on fait un peu moins. Non, les gamins, il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils se développent. Après, je peux comprendre, les clubs, il y a une notion de visibilité, d'image, ok, très bien. Mais si tu as un gamin qui sort et qui aurait peut-être à sortir plus haut plus tard, est-ce qu'il n'est pas là le kiff? Peut-être. Encore une fois, on est éducateur quand on coach et on devient certainement que entraîneur que lorsqu'on est sur du professionnalisme. Avant, hein? Et encore. Tu vois, je veux dire, ouais, en fonction de... Mais quel est l'objectif? Nous, on sait que notre objectif, à la base, c'est préparer au plan de performance fédérale, préparer à ce qu'ils intègrent les sélections et aussi que quand ils rentrent en centre de formation, eh ben, ils répondent ou ils soient suffisamment armés pour répondre aux attentes des centres de formation par rapport au travail qu'ils vont mettre en place. Ah oui, et voilà forcément comment je m'adapte, comment je programme ma semaine
comment je décide d'avancer pour induire la charge suffisante, mais aussi comment je m'adapte pour peut-être minimiser chez certains. Parce que c'est ça aussi dans les sports co où c'est compliqué. C'est que, comment je fais? Je dis à lui d'en faire moins, mais si je lui dis à lui d'en faire moins, comment il va le percevoir, celui qui est à côté? Tu fais que 2 blocs, toi t'en fais 3. Comment j'en fais 3, il en fait que 2. Comment ça se fait? Donc après, à un moment donné, c'est un échange et c'est aussi une notion de confiance. Mais on s'aperçoit, malgré tout, que maintenant, et c'est toujours pareil, c'est une notion de cohésion dans le groupe. Quand les joueurs s'entendent bien, ou les joueuses, ils vont plus facilement l'accepter que si dans le groupe, ça a tendance à... Ou aussi, et ça c'est le piège, quand le prépa est plus proche de l'un que de l'autre. Alors là aussi c'est pareil. C'est son chouchou, c'est son machin. Et là, donc c'est bien d'échanger, d'être présent avec tout le monde, même ceux ou celles qui peut-être sont le plus loin possible. Accorder, en tout cas par autres gens, accorder quand même de l'importance à ceux-là, parce qu'autant c'est eux demain qui sont loin, mais l'année d'après ou 2 ans après, c'est eux qui sont. Et là, voilà, je vous remercie de votre attention. Ça a été peut-être un petit peu long. Donc voilà comment on travaille sur la charge au pôle. Maintenant, ce qui serait bien, s'il y a d'autres questions, s'il y en a qui disent, voilà, moi par rapport à la charge...